dit, bon, les francs CFA, ça nous pose beaucoup de problèmes actuellement. On va dire, à cause du franc CFA, on nous vend. Ça, c'est clair et net. Et c'est signé, on le sait. Depuis 1960, il n'y a pas un pays qui a les francs CFA qui s'est développé. Il n'y en a pas. Moi, je ne connais pas. Peut-être qu'il existe, mais moi, je ne le connais pas. Bon, Claude, il aura l'occasion de bien expliquer la chose. Et je vous remercie d'accueillir Claude Ekanga. Bonsoir, je ne me désigne pas comme un spécialiste du franc CFA, disons que je suis un Africain très intéressé par les questions internationales et il s'avère que je suis tombé un jour sur le volet du franc CFA. Je m'y suis intéressé parce que je suis originaire du Cameroun, donc ça me concerne directement. Et il est clair que voilà, quand on est un jeune Africain avec en première ligne la question « Qu'est-ce qu'il adviendra de mon continent quel est le futur de mon continent? À quoi l'Afrique va ressembler dans les années, les décennies à venir? Et qu'est-ce que je peux apporter à mon échelle comme contribution pour que mon continent puisse émerger ?» C'est clair que quand on voit les choses de cette façon, on finit par se pencher un peu plus en profondeur sur ces questions pour essayer d'aboutir à une conclusion et par la suite échanger avec les uns et les autres pour aboutir à la vérité qui sera utile au plus grand nombre. Donc, merci encore de l'invitation. Mon nom est Ekanga Ekanga. Je ne vais pas dire le reste du nom parce que je revendique surtout ce pan-là, cette identité africaine. On va savoir pourquoi au fur et à mesure de la présentation du sujet franc CFA. C'est très important parce que ça fait partie des choses dont nous devrons, sur lesquelles nous devrons nous pencher dans l'avenir pour récupérer ce que nous avons perdu. Alors, le franc CFA, bon, ce sont des détails pas très utiles. Je suis entre autres étudiant, je viens fraîchement d'Allemagne. Je suis parti de Francfort le matin. J'y poursuis des études en sciences politiques, relations internationales. Je préfère décrire ça comme ça. Et justement, accessoirement, je suis très intéressé parce que l'université ne me l'enseigne pas. C'est-à-dire, ce n'est pas l'Allemagne qui va m'enseigner quels sont les mécanismes d'asservissement de mon continent, l'Afrique. L'Allemagne a programmé son éducation pour les Allemands, pour les intérêts de l'Allemagne et de l'Europe prise globalement. Et donc voilà, si je viens ici, si j'étudie en Allemagne, c'est pour élargir l'horizon, c'est pour enrichir ce que je sais, enrichir ce qu'on appelle les connaissances, mais ce n'est surtout pas pour trouver la réponse à la question « Comment est-ce que je peux développer l'Afrique ?» Cette vision des choses, ce paradigme, je me le forge moi-même. C'est pour ça que, entre autres, je m'intéresse à ces questions et voilà. Donc, le franc CFA, je suis très heureux que j'ai été invité à parler de ce sujet. Il est la réponse à la question « Sommes-nous indépendants, oui ou non ?» On a très souvent parlé d'indépendance, on parle très souvent d'indépendance. Les années 60 sont, dans l'opinion collective, l'époque où les pays africains, pour la plupart, ont accédé à leur indépendance. Moi, je suis d'avis, je le dis, je l'affirme et j'assume mes propos, que quiconque parmi nous pense que les pays africains aujourd'hui, en ce 25 novembre 2017, sont indépendants, a le même degré de naïveté que quelqu'un qui rentre dans un four chauffant et pense qu'il ne va pas rôtir comme un lapin. Parce que dans les faits, il n'en est rien. Nous ne sommes pas du tout indépendants. L'indépendance, nous l'avons eue formellement sur le plan politique. Or, la vraie indépendance politique passe par l'indépendance économique. Le pouvoir politique d'une nation augmente en fonction du pouvoir économique de cette nation-là. Si la Chine est devenue un géant politique aujourd'hui, avec un droit de veto au Conseil de sécurité permanente de l'ONU, c'est parce que la Chine, c'est quand même, voilà, c'est devenu la deuxième, ou si vous voulez, selon les Chinois de toute façon, la première économie mondiale. C'est le premier réservoir de devises, c'est plus de 12 000 milliards de dollars de produits intérieurs bruts, juste derrière les États-Unis, loin devant la France, loin devant l'Allemagne, qui est la première économie européenne, etc. Quand on affiche de tels chiffres, forcément, le pouvoir décisionnel qu'on a sur le plan politique augmente aussi. C'est pour ça qu'on a exit Taïwan dans les années 70 du Conseil de sécurité de l'ONU pour faire place à la Chine, parce qu'elle avait déjà ce pouvoir-là. L'Afrique n'ayant pas ce pouvoir, cette souveraineté économique, ne peut pas être indépendant politiquement, c'est impossible. C'est absolument impossible. C'est ce que nous avons aujourd'hui, des indépendances formelles, mais qui dans les faits n'en sont pas du tout. Et voilà, j'ai parlé d'éducation aussi, même pas indépendant sur le volet de l'éducation. Je viens du Cameroun, l'un des pays francophones, dits francophones comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, etc. Et il faut savoir que même les programmes, même les fascicules
qui sont sélectionnés pour faire partie du programme scolaire de mon pays, dans le système éducatif, ils sont décidés, entre autres, par, le tandem Hachette-Atier, ici en France. Et donc, si déjà c'est l'autre, entre guillemets, l'oppresseur, celui qui a été responsable de mon statut de colonie, il y a encore quelques décennies, continue encore aujourd'hui à décider de ce qui va rentrer dans le cerveau des citoyens de mon pays, on ne peut objectivement pas parler d'indépendance, c'est impossible. Donc, ça c'était en introduction, et ça nous amène justement à la question monétaire. Si en plus de tous ces éléments cités, je ne suis pas indépendant sur le plan monétaire, il est clair que je ne peux que me répéter, l'indépendance, elle n'est pas effective. Dans les faits, il n'y a pas d'indépendance. Et alors, qu'est-ce que le franc CFA? Voilà, le franc CFA, c'est une monnaie qu'utilise entre autres mon pays, le Cameroun, et 14 autres pays de la zone appelée la zone franc. Il y en a 6 en Afrique centrale, et il y en a 8 en Afrique de l'Ouest. Elle accourt dans 2 zones principales et une zone un peu plus marginale. La première zone, c'est justement la zone d'Afrique de l'Ouest avec 8 pays. On l'appelle l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et le siège de l'UMOA est à Dakar, au Sénégal. Et ensuite, il y a la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, qui a son siège à Yaoundé, la capitale de mon pays, le Cameroun. Et après, vous avez l'Union des Comores, avec, l'Union des Comores dans l'archipel des Comores. Et ces 3 entités sont régies par 3 banques, les structures physiques, qui sont chargées de régler toutes ces affaires, sont notamment pour l'Afrique de l'Ouest, c'est la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, et pour l'Afrique centrale, c'est la Banque des États de l'Afrique centrale, la BISC, et pour l'Union, l'archipel des Comores, c'est la BCC, la Banque centrale des Comores. Le franc CFA, il a été créé le 26 décembre 1945 par le général de Gaulle. Et c'est très intéressant, on va y arriver, mais on va quand même un peu se pencher sur l'historique de ce fameux franc CFA avant l'année 1945. J'ai pris ces éléments d'une analyse du professeur Kako Nobobko, qui était il y a quelques années encore ministre togolais chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques. Il a été entre autres limogé pour sa critique du franc CFA. Il a dit, il est revenu sur l'historique en disant après, notre illustre aîné Éric Toussaint a parlé de la guerre hispano-américaine de 1898 et justement, les Américains avaient créé à cette époque ce qu'on appelait les zones d'arrangement monétaire. Mais avant eux, les Britanniques avaient déjà, dans les années 1840-50, les mêmes zones d'arrangement monétaire, notamment en Jamaïque, en Sierra Leone. Et en 1939, la Grande-Bretagne a consolidé tous ces différents pays en ce qu'elle a appelé la zone sterling, et c'est en 1939 aussi qu'est créée la zone franc. En 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les institutions dites de Bretton Woods sont créées, le FMI, la Banque mondiale, etc., le général de Gaulle nous gratifie d'un cadeau exceptionnel, d'un cadeau de Noël, parce que c'était le 26 décembre. Donc, notre cadeau de Noël, pour sortir de l'indépendance, était d'entrer dans la dépendance. Pour sortir de la dépendance et entrer dans l'indépendance, était dans les faits la dépendance monétaire. Donc, c'est pour ça que j'ai coutume de dire, je me rappelle, il y a quelques semaines encore, nous avons eu un échange à Bruxelles sur la dette coloniale, justement, et on était en train, j'ai ouvert une parenthèse sur, par exemple, le monument dédié au roi Léopold II qui a été érigé sur la place du Trône en plein cœur du centre-ville de Bruxelles. Il faut que nous comprenions que dans les paradigmes internationaux, le héros de A n'est pas forcément le héros de B. Celui qui est un méchant pour moi ne l'est pas forcément pour l'autre. Pour les Belges, Léopold II est un héros. On lui a même dressé une statue en plein centre-ville. C'est comme si pour un Israélien, vous dressiez une statue d'Adolf Hitler en plein cœur de Berlin, parce que le nombre de victimes à l'actif de Léopold II est équivalent, voire supérieur, sur un intervalle tout aussi, voire supérieur à ce que Hitler a causé aux Juifs. On parle de 10 millions de morts, etc. Dans le même ordre d'idées, le général de Gaulle, qui est un héros pour la France, Jean-Luc Mélenchon s'est réclamé gaulliste, en tout cas tout le monde se réclame gaulliste à qui veut l'entendre, ou presque. Mais pour nous, pour certains Africains, il faut que nous soyons capables de faire cet effort-là, il faut que nous ayons cette ouverture d'esprit-là, de comprendre que pour certains, le général de Gaulle, qui pour moi est un héros, ne l'est pas. Parce que, je me souviens, le 14 juillet, lorsque le président américain est venu ici, à Paris, Emmanuel Macron lui a fièrement fait visiter la tombe de Napoléon. Napoléon Ier, c'est celui-là même qui a réinstauré l'esclavage contre les Noirs alors qu'il avait été aboli
par la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme de 1789. C'est ce qui va aboutir aux guerres d'indépendance de Haïti. Jusqu'au 1er janvier 1804, il y a l'indépendance de Haïti qui, malgré ça, a dû continuer plusieurs décennies durant à payer une dette coloniale à la France. Donc, celui qui est un héros pour Emmanuel Macron ne doit pas l'être pour un Haïtien parce que les paradigmes sont différents. Les positions ne sont pas les mêmes. L'un est bourreau, l'autre est victime. Et donc, ce cadeau de Noël franc CFA, le général de Gaulle va nous l'offrir le 26 décembre 1945 et aujourd'hui, voilà, enfin, il a subi des ajustements et voilà, aujourd'hui, nous le conservons encore. On part donc du principe que le simple fait qu'en 2017, une monnaie créée avant les indépendances est encore cours est la preuve par neuf que nous ne sommes pas indépendants. D'ailleurs, le sigle franc CFA signifiait à l'époque Franc des colonies françaises d'Afrique, CFA. Parce qu'on nous a pris pour des naïfs et parce que nous avons bel et bien été naïfs, on a joué avec les mots et on a dit que ça signifie à partir d'aujourd'hui franc de la communauté financière africaine. C'est-à-dire, il n'y a pas meilleure méthode pour se moquer d'un peuple tout entier. Alors, le franc de la communauté financière africaine ou de la communauté française d'Afrique, etc., il est là aujourd'hui et il fonctionne selon 4 mécanismes principaux. Ce sont quand on les présente, ils ont l'air compliqués parce que ce sont des termes ronflants, c'est difficile à appréhender, mais on va essayer de les décortiquer ici pour essayer d'y voir plus clair, parce que l'une des méthodes principales de l'enfumage, c'est de fonctionner sur l'opacité, c'est-à-dire qu'on complique les choses simples dans l'espoir que celui qui nous écoute ne le comprenne pas, mais qu'on puisse dire, on l'a dit quand même, c'est comme lorsque vous achetez un produit et qu'il y a marqué en minuscule quelque chose, que vous ne devriez pas, c'est-à-dire le fabricant a juste rempli la formalité, il aurait dû signifier au client ce produit est toxique pour X ou Y raison, il le fait certes, mais tellement petit que le client ne s'y intéressera forcément pas au premier regard. Et ça fonctionne sur le franc CFA, ça fonctionne selon le même principe. Alors les 4 mécanismes sont la libre convertibilité, la libre transférabilité des capitaux, la parité fixe et la centralisation des réserves de change. Alors, on va commencer par le premier élément, la libre convertibilité. Il est très intéressant. On dit, voilà, vous pouvez convertir il s'agit de la fraternité entre le franc CFA et l'euro, dont l'une et l'autre devise peut être convertie à l'infini en fonction de vos besoins. Mais vous allez remarquer qu'autant il est possible, quand j'arrive à Yaoundé au Cameroun, avec des euros, de les convertir en francs CFA pour que je puisse les utiliser localement. Il est impossible, ici à Paris, lorsque vous avez du franc CFA, de le changer en euros, on va vous dire à Paris, désolé, on ne connaît pas cette monnaie. C'est déjà très intéressant, ça veut dire, ce n'est même pas une monnaie, c'est pour ça que des gens, beaucoup d'adversaires du franc CFA caricaturent en parlant de monnaie de singe ou de papier hygiénique, parce qu'il est clair que dans une relation, on va dire bilatérale, parce que c'est certes beaucoup de pays africains, mais bon, la France considère qu'on peut prendre une mosaïque bilatérale et l'adresser face à un autre pays dont on parle de France, Afrique, relation France-pays et Afrique-continent. Donc, il est donc possible que ces pays-là aient une monnaie, mais qui n'est pas reconnue à l'international. Pourtant, on parle de libre convertibilité. Ce n'est donc pas de la libre convertibilité, mais c'est une convertibilité exclusive. Les avantages de l'un ne sont pas les avantages de l'autre. Et le deuxième mécanisme, il fonctionne selon le même principe, c'est la libre transférabilité des capitaux. J'ai pris le train ce matin de la gare centrale de Francfort, j'ai traversé la frontière pour rallier Paris en passant par Strasbourg. Il arrive des fois où les services de douane vous accompagnent sur quelques kilomètres pour vérifier 2 ou 3 choses. S'il n'y a pas d'énormes transactions, s'il n'y a pas d'énormes mallettes qui circulent, s'il n'y a pas, c'est-à-dire on veut vérifier l'irrégularité financière, etc. C'est-à-dire il y a une surveillance exceptionnelle de transfert de capitaux dans les pays occidentaux. Mais on constate que les multinationales européennes qui réalisent l'essentiel de leur chiffre d'affaires sur le sol africain ont la latitude absolue de rapatrier la totalité de leurs gains. Je veux dire, Vincent Bolloré, qu'on a mentionné tout à l'heure, a une fortune personnelle de 11 milliards d'euros. C'est supérieur au produit intérieur brut de la République du Tchad et presque la moitié du produit intérieur brut du Cameroun. Ils ont donc la possibilité, par exemple, sur la banane, le Cameroun est le premier producteur africain de bananes, mais en fait, ce n'est pas vraiment le Cameroun, c'est la PHP, la compagnie fruitière, dont le siège est ici à Marseille, et en consortium, en partenariat avec des Américains. Ce sont ceux-là, justement,
qui acquiert des terres en Afrique et qui réalise voilà, ces plantations et qui rapatrie et le produit de la récolte pour la consommation européenne et tout ce qu'ils auront réalisé comme gain sur le territoire africain. Ils ont la latitude absolue de le faire, mais essayez de tenter la même expérience dans l'autre sens. Vous allez être traqué, on va vous demander d'où vient cet argent. Je me souviens, en fait, pour nous qui sommes... Pour moi qui étudie en Allemagne, la bureaucratie elle est moins accrue qu'ici en Hexagone. Et c'est pour ça que j'étais surpris un jour d'aller envoyer de l'argent à la famille au Cameroun par Western Union et je devais répondre d'où vient cet argent, qu'est-ce que vous faites. En Allemagne, vous n'avez pas toutes ces questions. C'est-à-dire vous avez 25 € à envoyer, vous devez quand même justifier d'où ça vient, qui êtes-vous, etc. Donc, à combien plus forte raison me posera-t-on des questions quand j'aurai 10 millions d'euros à envoyer? Déjà, il faut se demander si j'arriverai bel et bien à les envoyer. Donc cette fameuse libre transférabilité des capitaux est le mensonge numéro 2. Ça fonctionne dans un sens, dans l'autre, ça ne fonctionne pas. Et maintenant, la troisième clause, c'est la parité fixe. En ce 25 novembre 2017, 1 € est égal approximativement à 655,957 francs CFA et c'est une parité quasiment invariable. C'est-à-dire, on a l'habitude d'entendre tous les matins, voilà, le dollar chute à 1,06 €, l'euro grimpe et ainsi de suite. C'est-à-dire, les monnaies fluctuent les unes par rapport aux autres. Mais sur la question du franc CFA, ce n'est pas possible parce que lorsque les accords, en tout cas lorsque le franc CFA a été créé, la France nous a dit, et nous les Africains, en fait, l'euro est une monnaie forte et donc vous aurez aussi l'avantage d'avoir cette monnaie forte-là. Il ne faut pas voilà, que vous tombiez dans la surinflation, que votre monnaie perd en valeur comme dans les autres pays qui ont décidé de se détacher de nous. Et donc, c'est une très bonne chose que vous le fassiez. Et avec cette parité fixe, là, vous aussi, vous avez une monnaie forte comme nous. Et ça vous permet d'acheter relativement moins cher sur le marché international. Sauf que quand on veut se développer, on n'a pas pour préoccupation principale d'avoir de l'argent, des billets ou des pièces pour acheter. On a plutôt pour préoccupation de produire, déjà pour s'autosuffire et ensuite pour vendre le surplus, si besoin est. Mais le mécanisme de la monnaie forte du franc CFA oblige, entraîne les Africains, comme Thomas Sankara le disait, dans une sorte de mendicité où on s'habitue à produire seulement, à laisser les étrangers extraire la matière première, la rapatrier chez eux et c'est l'argent que nous avons gagné, que nous avons récolté de l'achat des matières premières, que nous utilisons pour s'acheter des aliments, s'acheter à manger. C'est un mécanisme, c'est un modèle de développement absolument hors sujet, et c'est pour ça que l'histoire de l'Afrique est une boucle, parce qu'incapables de retenir les leçons du passé, nous continuons à faire les mêmes choses en espérant des résultats différents. C'est la signification même de l'absurdité. Et dans ce mécanisme-là, nous sommes emmurés dans cette parité fixe qui fait que nous n'avons pas la souveraineté sur notre monnaie. Vous allez voir que les Européens se plaignent. Les Européens qui disent aux Africains que c'est bien d'avoir une monnaie forte se plaignent dans le même temps du fait que la Chine, à cause de sa monnaie faible, réalise des bénéfices énormes. Dans les transactions bilatérales entre la Chine et la France, la France a un déficit de près de 25 milliards d'euros annuels. C'est-à-dire parce que les Chinois qui produisent déjà, qui ont appris à fabriquer eux-mêmes, qui ont copié, triché, qui se sont mis à produire, se sont demandé comment est-ce qu'on va convaincre le monde d'acheter nos produits et non les produits français ou allemands ou américains, vu que les produits français, américains et allemands jouissent d'un meilleur prestige. La solution miracle, c'est simplement de vendre moins cher. Celui qui achète n'aime pas dépenser d'énormes sommes pour s'acheter quelque chose. On aimerait dépenser le moins possible pour avoir la même chose que quelqu'un d'autre qui aurait dépensé beaucoup plus. Et donc la Chine, selon, on va caricaturer et dire au gré de ses humeurs, apprécie ou déprécie sa monnaie, voilà, selon les mécanismes qui l'arrangent. Mais nous n'avons pas ce pouvoir-là. Ça veut dire, dans l'éventualité même où nous arriverions à produire autant que les Européens, le monde continuera à acheter les produits européens et américains parce qu'on se dira, bon, la France, elle fabrique des voitures depuis des siècles. Je ne vois pas pourquoi je dois acheter une voiture camerounaise qui coûte le même prix et dont je n'ai pas la garantie qu'elle est fiable. Or, la France
a fait ses preuves, elle fabrique des produits de très grande qualité et si j'achète une Peugeot, une Citroën, je suis certain que voilà, j'ai un véhicule de qualité. Donc on n'a pas ce pouvoir monétaire là et c'est encore plus absurde, c'est d'autant plus absurde que l'économie dans les pays où le franc CFA a cours, enfin le franc CFA ne fluctue pas en fonction de l'économie dans lesquelles il a cours, mais en fonction de l'économie d'autres pays, des pays européens. Imaginons pour illustrer un monde où il n'y aurait que 3 monnaies, l'euro, le yuan et le franc CFA. Et on va dire, voilà, il y a une équivalence entre les 3 monnaies, c'est-à-dire 1 euro égale à 1 yuan égale à 1 franc CFA. Et chacun des 3 pays fabrique, on va dire, des gobelets. Un jour, la Chine se dit, bon, ok, j'ai besoin d'avoir plus de clients que mes 2 autres voisins, donc je vais dévaluer ma monnaie. Ça va plus coûter 1 euro, ça va coûter 0,50 centimes. Donc, pour avoir 1 euro, il faudra débourser 2 yuan. Le yuan aura été dévalué de moitié, ce qui fait que, enfin, en raison de la parité fixe entre le franc CFA et l'euro, le fait que 1 euro égale à maintenant 2 yuan conduit automatiquement à ce que 1 franc CFA égale à maintenant 2 yuan. Ça veut dire que le franc CFA devient plus cher par rapport aux autres monnaies. Quand l'Europe décide aussi, par exemple, d'augmenter la valeur de l'euro, ce ne sont donc pas les Africains qui décident d'un jour, ok, nous avons énormément produit, nous voulons rendre les prix compétitifs sur le marché international. Non, c'est l'évaluation, la dépréciation de l'euro qui détermine si le franc CFA a une valeur élevée ou une valeur relativement basse. Donc le franc CFA ne s'intéresse absolument pas à ce qui se passe dans les pays où il a pourtant cours, et ça, ce n'est pas normal. Aucun pays, justement, c'est ce qui a été dit à la fin, aucun pays ne se développera sur une structure comme celle-là. Maintenant, on va terminer sur le troisième, on va poursuivre sur le troisième concept, c'est la centralisation des réserves de change. C'est un cadre où la réalité dépasse la fiction, c'est-à-dire que chaque année, toutes les recettes réalisées par les pays africains à l'extérieur qui leur ont rapporté des devises sont stockées pour 50% au Trésor public français, ici même à Paris. Donc c'est comme si vous avez produit, je ne sais pas, un gobelet pour 1 euro. Vous avez fabriqué un gobelet, vous l'avez vendu aux Chinois et ça vous a donné en euros, disons 10 euros. Vous allez donner à la France 5 euros. Ne demandez pas pourquoi, justement, la question reste posée, c'est la question à 1 milliard de dollars. Pourquoi ? Parce que justement, puisque ceux qui nous ont colonisés sont devenus du jour au lendemain très généreux, ils ont dit « vous avez la parité fixe, une monnaie forte grâce à nous, voilà entre autres le prix à payer pour garantir cette parité fixe, vous devez entre autres conserver la moitié de vos réserves chez nous. » Et encore aujourd'hui, on doit se réjouir que ce soit la moitié parce que lorsque le franc CFA a été créé, c'était la totalité des réserves qui étaient stockées au Trésor public. Ou du moins à l'équivalent de ce qui est aujourd'hui le Trésor public. Et un jour, après y avoir assassiné le président togolais Sylvanus Olympio, le 13 janvier 63, 2 jours avant qu'il n'insère la nouvelle monnaie parce qu'il voulait sortir du franc CFA, le président Eyadema Gnassingbé, enfin le père de Faure Gnassingbé, s'est rendu compte de sa fourberie et que l'ami France ne l'était finalement pas vraiment. Le lion ne sera jamais herbivore. Et il s'est rendu compte que ce n'est pas normal, je ne peux pas me développer si je stocke 50% de mes réserves dans un autre pays. Il est donc allé voir le président Georges Pompidou lors d'un sommet à l'ONU en 1972 pour lui dire « Bon, je ne sais pas, fais un geste, trouve une solution, ça ne peut pas continuer comme ça. » Et Georges Pompidou de se dire « Ok, soyons bons, accordons-leur 65%, voilà. Maintenant, on va juste garder 65% et on va leur donner 35%. Soyons bons, soyons gentils. » Donc, il a été gentil, on a eu 35%. Et en 2005, ils ont été encore un peu plus gentils et on est passé de 65% aux 50% actuels. On ne sait pas si c'est la ligne rouge ou si un jour la bonté y atteindra les sommets et on arrivera à garder la totalité de nos réserves. Donc, on en est arrivé là et le professeur Kakono Bokpo que j'ai mentionné au début a évalué, et encore ce n'est qu'une approximation, les chiffres, enfin il y a autant de chiffres différents qu'il n'y a de personnes qui en parlent, mais lui il a établi à 13 000 milliards de francs CFA le stock actuel au Trésor public français, l'équivalent en euros. Vous pouvez essayer vous-même de calculer en le divisant par 655. Donc voilà, il y a cet argent-là, entre autres, stocké dans le Trésor public français. Et c'est pour ça que, en fait, c'est entre autres
grâce à de tels mécanismes que la France, un pays qui a une économie plus faible que son voisin allemand, peut se permettre des prestations sociales supérieures à ce que garantit l'Allemagne à ses citoyens. C'est de cette façon que s'expliquent de tels paradoxes. Et après, il y a des mécanismes qu'on peut ajouter là-dedans, comme le principe de la monnaie commune. Je vais encore revenir sur le fait que je suis parti de l'Allemagne ce matin et je suis arrivé ici. Le café que j'ai acheté à la gare centrale de Francfort, je l'ai acheté en euros, et c'est exactement la même monnaie que j'ai utilisée pour m'acheter un biscuit à Paris, gare de l'Est. Pourtant, lorsque vous quittez l'une des deux zones que j'ai présentées en entrée, la zone CEMAC, et que vous entrez dans la zone UEMOA en Afrique de l'Ouest, on vous dira « ces francs CFA-là, on ne les accepte pas ». C'est comme si vous quittez la France pour l'Espagne, et on vous dit « oui, la France utilise l'euro, oui, l'Espagne utilise l'euro, mais votre euro, on ne l'accepte pas ». Le mécanisme est tout aussi absurde. Les 6 pays de la zone franc en Afrique centrale ne peuvent pas commercer avec les 8 pays de la BCEAO, de l'UMOA. Pourtant, c'est la même monnaie qui a exactement la même valeur. La seule chose qui change, c'est le design. C'est le design externe qui justifie le fait que, voilà, on ne peut pas utiliser. Pourtant, c'est la même zone. Et donc, le problème, on a l'impression, et c'est le gros problème que nous, les Africains, avons avec nos intellectuels, on a l'impression que, enfin, ils sont les principaux freins au développement de l'Afrique. C'est-à-dire, ce sont les intellectuels qui vous disent le franc CFA est une bonne chose parce que c'est un facteur d'intégration sous-régionale. Un facteur tellement d'intégration sous-régionale qu'il ne permet pas à 2 zones utilisant la même monnaie de entre elles. Il empêche ainsi un marché interne, une économie interne d'émerger pour que les Africains entre eux apprennent à échanger. Et du coup, vous remarquez, les échanges entre les pays africains sont extraordinairement bas. En général, pour la plupart des pays de la zone franc, le premier partenaire commercial, c'est la France. Bon, maintenant la Chine. En tout cas, ce sont voilà, d'autres pays. Parce que dans la folie, on nous a poussé à produire plus ou moins la même chose. Burkina Faso, Mali, ce sont les principaux producteurs de coton. En Afrique, quand vous produisez la même chose, vous n'avez pas vraiment l'intention d'échanger entre vous parce que le modèle de développement de l'Afrique est centré sur la production de la matière première. Et ensuite, nous allons acheter les produits finis jusqu'au cure-dent et au caleçon qu'on porte. Pourtant, le coton, il pousse sur nos terres et on pourrait déjà sur place produire et transformer. C'est pour ça, voilà, c'est à ça qu'obéissent ces mécanismes. Donc ça, c'est pour le volet de l'intégration sous-régionale qui, dans les faits, n'en est pas une. Et nous avons un autre volet, c'est le volet, c'est-à-dire ça fonctionne comme le Conseil de sécurité de l'ONU. Vous avez dans l'organigramme enfin, des banques centrales l'instance suprême qu'on appelle le conseil d'administration. Je crois que tout le monde parmi nous sait ce qu'est un conseil d'administration. C'est en quelque sorte l'instance voilà, l'instance ultime chargée de diriger, de réguler toute structure politique, économique, ce que vous voulez. Et au conseil d'administration des banques centrales africaines, vous allez trouver des Européens et des Français. Et en plus de trouver des Européens et des Français, ils disposent d'un droit de veto. Le système est aussi perfide qu'il en a l'air. Vous avez 2 administrateurs par pays pour les 8 pays de la zone UMOA, et vous avez de manière intermittente 2 à 3 Français qui disposent du droit de veto, et la structure veut que là-bas, il faut voter à l'unanimité. Ce qui veut dire, on parle de démocratie, que même si les 16 administrateurs africains ont pris une décision, il faut que les administrateurs français soient d'accord avec ces décisions pour qu'elles soient prises. Voilà la démocratie dans les coulisses, comment elle se vit. L'antichambre, l'antithèse de la démocratie telle qu'elle nous l'est présentée. Et en Afrique centrale, ça fonctionne selon le même principe. L'intelligence veut que dans la BCC, dans l'Union des Comores, il y ait 4 administrateurs comoriens et 4 administrateurs français. Et par miracle, là-bas, on vote à la majorité. Donc, à partir du moment où un administrateur français a pris la décision, a décidé qu'il est d'accord avec les autres, ben, on peut prendre mais les 4 administrateurs africains n'ont pas le pouvoir d'imposer une décision. Vous imaginez un Africain siéger au conseil d'administration de la Banque Centrale Européenne. Par le plus grand des hasards, je réside à Francfort, le siège de la Banque Centrale Européenne, et il m'est arrivé de demander aux Allemands « Qu'est-ce que ça vous ferait si un imbécile comme moi, venu du fin fond de mon village de Batchenga au Cameroun, je venais prendre les décisions sur l'avenir de la France, de l'Allemagne, de la Grèce au conseil d'administration de la Banque Centrale Européenne, sans même avoir primé la nationalité européenne ni rien de ce qui va dans ce sens. Que diriez-vous? Mais c'est comme ça que cela fonctionne.
Et donc, voilà, c'est comme ça que c'est régi. Nous n'avons même pas, nous les Africains, le droit de parole lorsque le Parlement européen se réunit à Strasbourg pour parler des réfugiés, c'est-à-dire de nous, les décisions sur nous sont prises sans notre participation. À combien plus forte raison les Européens prendraient-ils des décisions sur eux-mêmes et ils nous impliqueraient dans ces décisions? Et bien sûr que non. Donc voilà les mécanismes en gros perfides du franc CFA et la question des principaux détracteurs de la critique, parce que voilà, toute critique est critiquable, dont nous acceptons aussi que ceux qui nous écoutent critiquent le fait que nous critiquions le franc CFA, et aussi douloureux, enfin c'est certes douloureux, mais on va faire avec, ça va finir par changer, parce que c'est la plupart du temps des Africains qui nous disent, mais regardez les pays africains qui sont sortis du franc CFA. Je crois qu'il y a une malgache, du moins il y en avait dans la pièce. Madagascar, par exemple, est sorti en 1973, le Mali est sorti en 62, avant de réintégrer en 84, la Guinée-Conakry de Sékou Touré est sortie en 58, le Zimbabwe ne fait pas partie du franc CFA. Bon, et les gens ont l'habitude de citer ces pays-là en disant, mais regardez, ces pays-là, ils ne sont pas dans le franc CFA et ils n'ont pas progressé, donc le franc CFA, si ce n'est pas une bonne chose, ce n'est en tout cas pas la raison pour laquelle vous êtes sous-développé. Et moi, à cette critique, je réponds toujours, depuis quand se compare-t-on au dernier de la classe? On ne dit jamais en classe, bon, je suis moins mauvais que le dernier. On regarde plutôt le premier de la classe et on essaie de lui ressembler. Le nivellement se fait par le haut et non par le bas. Et la rationalité veut qu'on se compare, je ne sais pas, l'Algérie de Ahmed Ben Bella, après les accords d'Évian entre l'Algérie et la France du 18 mars 1962, est sorti du franc CFA. À partir de 1963, il a commencé à élaborer sa propre politique économique et aujourd'hui, le produit intérieur brut de l'Algérie dépasse les 155, 156, 160 milliards de dollars par rapport au PIB de mon pays, le Cameroun, qui atteint à peine les 30 milliards de dollars. Et encore, je suis gentil, c'est inférieur à la fortune du seul Bill Gates. Donc, on peut passer, on devrait plutôt comparer les choses sous cet angle et se dire, mais dans le top 10 des pays les plus riches d'Afrique, il n'y a aucun pays de la zone franc. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est justement ceux qui ne veulent pas, ceux-là qui ne veulent pas que vous sortiez du franc CFA parce que le franc CFA les arrange, qui manipulent votre cerveau en vous disant, oui, mais regardez, si vous sortez du franc CFA, vous n'allez pas progresser. Pourtant, le top 10 des pays les plus riches du continent ne contient aucun pays de la zone franc. Vous avez la Tunisie, même la petite Tunisie, relativement petite en superficie et en population, a quand même un PIB de plus de 40 milliards de dollars, et ainsi de suite. Vous avez le Ghana, l'Afrique du Sud, l'Égypte, c'est plus de 340 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. C'est exceptionnel. Vous avez donc ces pays-là qui ne sont pas dans le franc CFA et qui réalisent de grands scores. Le Maroc aussi était sorti du franc CFA dans les années 50, en même temps que l'Algérie et tous ces pays-là qui étaient membres de qui étaient des colonies françaises. Et ces pays-là, le Maghreb, en tout cas l'Afrique du Nord, fait partie des zones les plus industrialisées du continent. Donc il est temps, à ce niveau-là, de se poser les bonnes questions et de se dire, est-ce que c'est rationnel de plutôt faire exprès de me comparer à ceux-là qui n'ont pas progressé, alors que l'évidence montre que ceux qui ne sont pas dans le franc CFA ont émergé. Et encore, il faut se demander pourquoi, entre autres, certains pays n'ont pas émergé. Vous prenez la Guinée-Conakry, je viens de la citer. Les documents sont accessibles, le tome 1 et 2. Par exemple, le Focard parle, entretien avec Philippe Gaillard. Jacques Focard, c'était l'un des principaux architectes de la France-Afrique. Focard parle, entretien avec Philippe Gaillard, ou encore Maurice Robert, entretien avec Alain Renaud. Vous allez trouver des confidences à l'intérieur où on dit, on a, en collaboration avec des Guinéens, on s'est arrangé à provoquer une déferlante de faux billets sur le marché guinéen qui a fait chuter l'économie guinéenne. De Gaulle a déclenché une opération de grande envergure pour saboter l'économie guinéenne. Il y en a eu plusieurs. L'opération Persil, l'opération Saphir, et ainsi de suite. Tous ces mécanismes pour que l'histoire retienne que la Guinée est sortie du franc CFA et ne s'est pas développée. Soit dit en passant, c'est le premier producteur, c'est l'un des principaux gisements de bauxite de la planète. La bauxite, c'est la matière à partir de laquelle est extraite l'alumine, elle-même qui produit l'aluminium, et beaucoup de coques de nos voitures, Peugeot, etc. sont fabriquées en aluminium. J'étais même très content de voir que Siemens
Le fabricant de TGV allemand, le ICE, a décidé de ne plus utiliser l'acier. Il va maintenant pencher sur l'aluminium, notamment sur les ICE 4. C'est très normal vu que la bauxite de Guinée qu'on a créée est tellement disponible qu'on oublie qu'elle n'est pas sur le continent européen, entre autres. Donc, le mécanisme de sabotage et le fait que les ressources de ces pays-là, immensément riches, ne leur appartiennent pas, fait que, malgré la sortie du franc CFA, ils n'ont pas réussi à se développer. Mais ces enjeux-là sont détournés. Au lieu de nous amener à la source du problème, on nous fait regarder le bout et on nous dit, voilà, regardez, ça n'a pas fonctionné. Donc, je n'épouse pas cette vision des choses. Justement, il faut plutôt poser la question selon le bon angle. Et il faut remarquer, on peut demander de manière idiote, on peut se demander, voilà, si le franc CFA est une mauvaise chose, pourquoi est-ce que les principaux dirigeants africains qui ont essayé de s'en débarrasser ont été systématiquement assassinés? Peut-être parce que la France aimait tellement les Africains qu'elle ne pouvait pas permettre qu'un président africain mette son peuple dans des situations difficiles. Alors elle prenait les devants et avec la collaboration de certains Africains, faisait assassiner les présidents pour le bien des Africains. Tout à l'heure, j'ai parlé de Sylvanus Olympio. La même chose est arrivée, en tout cas, bon, il n'est pas mort directement, mais voilà, l'opération de sabre contre lui s'est Touré en 1958. Modibo Keïta, qui est sorti en 1962, a dû revenir, il a été chassé en 1968, et c'est son second, Moussa Traoré, un très bon élève de la France, qui notamment a fait ses classes à l'école militaire de Fréjus au sud du pays, qui a pris le pouvoir après et a réinstauré le franc CFA. On a mis Modibo Keïta au cachot, il a fini par perdre la ville le 16 mai 1977, et ainsi de suite. Vous avez, voilà, bon, c'est pas dans le cadre du franc CFA, mais vous avez par exemple Lumumba qui, dans le même ordre d'idée d'émancipation économique, a été lynché, a été destitué 2 mois à peine après y avoir pris le pouvoir et exécuté le 17 janvier de l'année suivante, et ainsi de suite. Donc pourquoi ces dirigeants-là qui voulaient sortir du franc CFA se sont fait assassiner? Sylvanus Olympio comprenait l'économie, il a étudié à la London School of Economics, donc ce n'était pas un fou qui ne savait pas ce qu'il faisait, il avait notamment étudié l'affaire. Mais voilà, aujourd'hui, on a, dans le cas de la Côte d'Ivoire par exemple, voilà, on cite la Côte d'Ivoire comme un bon exemple, parce que la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays en Afrique francophone à avoir réalisé un excédent commercial. Mais pourquoi est-ce que la France applaudit autant la politique économique d'Alassane Ouattara? Parce que la Côte d'Ivoire, premier producteur africain de cacao, entre 1,5 et 2 millions de tonnes par an, assure à la France qu'elle aura toujours du chocolat, et l'Europe aussi. L'Allemagne où je réside prend 60% de son chocolat du cacao ivoirien. Donc voilà, lorsque vous basez votre modèle économique sur le développement de l'Europe, vous êtes forcément un bon élève. Ceux à qui on a donné l'indépendance dans les années 60, c'est ceux qui ne l'avaient pas demandé. Léon Mba du Gabon a supplié le général de Gaulle de faire du Gabon un territoire d'outre-mer. C'est de Gaulle qui lui dit hors de question, tu seras indépendant. Et dans le même temps, Niobé, au Cameroun, en 1958, a été assassiné parce que lui, il considère que l'indépendance, comme elle se présente, comme elle se profile, ce ne sera pas vraiment de l'indépendance, ce sera pas vraiment l'indépendance. Et lui, il a été assassiné. Félix Maumier, son second, en 1960, a été empoisonné, pas très loin d'ici, à Genève, le 13 octobre. Il est mort le 3 novembre, le mois suivant. Ernest Wandje a été fusillé à Bafoussam le 15 janvier 1971, et ainsi de suite. En République centrafricaine, Barthélemy Boganda, qui avait pour vision d'établir un État fédéral d'Afrique, selon le principe divide et impera, diviser pour mieux régner, on nous a morcelés depuis la conférence de Berlin en disant voilà, ils seront plus faciles comme ça avec toutes ces divisions. Mais certains Africains ont eu la vision panafricaine d'essayer de se réunir. Africa Must Unite, Kwame Nkrumah en 61, il n'a pas été écouté. Barthélemy Boganda a rebaptisé son pays qui s'appelait Lubangi Shari en 1958 parce qu'il a rebaptisé République centrafricaine parce que le projet était de rallier le Cameroun, le Gabon, le Tchad, le Congo-Brazzaville et tout ça en un seul pays qui serait justement la République centrafricaine. Coïncidence, son avion a sauté l'année suivante, en 1959. De telles coïncidences sont toujours intéressantes. Et ainsi, pourquoi donc tous ces dirigeants-là ont été... Pourquoi est-ce qu'on a... En fait, c'est vraiment ce que l'histoire nous montre. On a donné l'indépendance à ceux qui ne la demandaient pas. Amadou Ahidjo, Paul Biya le successeur a dit dans les années 91 qu'il était le meilleur élève de la France. Bon,
les mêmes qu'il critique aujourd'hui pour ses 35 ans au pouvoir, et ainsi de suite. Mais c'est comme ça que ça fonctionne de manière générale, parce que les dirigeants de l'Afrique, enfin les dirigeants de l'Afrique francophone ne sont des dirigeants que de nom, ils sont en réalité des intendants, des valets, des gestionnaires d'une richesse, certes sur leur sol, mais qui appartient à quelqu'un d'autre. Et bon, pour ne pas terminer sur une note négative, on peut quand même se demander alors comment sortir de là. Bon, je me dis qu'on pourra approfondir au fil des questions, comment sortir de là. Ce qu'on peut dire en introduction, c'est quand même, au regard de tout ce qu'on vient de voir, que pour se développer, l'Afrique doit être celle-là qui décide de son développement. On ne se développera pas quand ce sont les autres qui décident de la façon dont nous devons nous développer. Ceux qui nous parlent de démocratie, de corruption, de bonne gouvernance, etc., bon, sont les premiers à ne pas respecter les fameuses clauses. On a critiqué les pays africains pour la durée de mandat exceptionnelle qui les caractérise souvent. Je viens de l'Allemagne, Angela Merkel a été élue elle en est à son 4e, c'est depuis 2005 qu'elle est là. On a remarqué qu'en Europe, aucun pays n'adopte le même système que son voisin. L'Allemagne a son système de chancelier, la Suisse a son système avec les cantons, l'Espagne a son système avec le roi, le prince, l'Angleterre aussi, etc. La France est une république semi-présidentielle où le Premier ministre et le Président se partagent. Chaque pays a configuré son système politique en fonction de ses réalités. Quand les pays d'Afrique francophone parlent de démocratie, ils ne parlent pas d'un modèle propre à eux, ils parlent juste du copier-coller du modèle français qui a été leur colonie. Si donc même le voisin direct, la grande amie de la France, l'Allemagne, n'a pas voulu adopter le même système politique que sa grande amie, par quelle pirouette absurde, nous les Africains, à 6000 km, persistons à adopter exactement le même système politique que la France. Je veux dire, prenons un exemple assez cru, la prostitution est légale en Allemagne, mais ne l'est pas en France. Chacun se forge sa réalité. Il n'y a pas de vérité absolue. Ce qui est bon pour moi peut ne pas l'être pour toi. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et on se respecte. La France n'a pas siégé l'Allemagne pour dire non-respect des droits de l'homme, pourquoi vous légalisez la prostitution, etc. On se respecte selon le principe ma vision du monde n'est pas la tienne, supporte que je vois les choses autrement. Sur le domaine politique, on doit faire pareil parce que le franc CFA montre que, en fait, le franc CFA est l'un des systèmes, en fait, l'un des principaux porte-étendards de l'antidémocratie qui puisse exister, parce que tout ça a été fait sans notre participation. Aucun peuple africain n'est allé commander auprès des instances internationales pour leur imposer une monnaie. Il y a eu énormément de mobilisation contre la monnaie, mais on voit qu'elle subsiste toujours parce que nos avis ne comptent pas. Les dirigeants vivent dans un monde parallèle différent du nôtre. Et donc, dans ce registre-là, il n'y a pas de démocratie. En tout cas, la démocratie, chacun se la forge comme il l'entend. Il en est de même de la bonne gouvernance. Je ne sais pas si c'est une bonne gouvernance pour un groupe comme le géant nucléaire numéro 1 mondial Areva, d'être numéro 1 mondial du nucléaire alors qu'il n'y a pas 1 milligramme d'uranium dans le sous-sol français. Au point même de vendre à la Chine de l'uranium pour 200, 300 millions de dollars. C'est de la très mauvaise gouvernance. C'est aller dans un autre pays et décider qu'on va garder 95% de l'exploitation et laisser 5% à l'État. Du coup, la tour Areva au quartier de la Défense à l'ouest de Paris est très jolie, mais quand vous allez à Niamey au Niger, il y a des coupures d'électricité tout le temps. Pourtant, c'est l'un des principaux pourvoyeurs mondiaux d'uranium. 3e ou 4e après le Canada, le Kazakhstan et ces pays-là, et ainsi de suite. Et quand on parle de la corruption, c'est pareil. Je prends l'exemple de l'Allemagne encore. Dernièrement, on a eu le grand scandale Volkswagen. On a eu les Paradise Papers, on a eu les Panama Papers, on a eu l'affaire FIFA, on a eu l'affaire ELF dans les années 80-90 avec Mitterrand et tous les réseaux France-Afrique et toutes les valises qui ont circulé. Ce sont les plus grandes affaires de corruption de ces derniers siècles et elles n'ont pas été conçues par les Africains. Elles ont été conçues par ceux-là qui nous disent qu'ils vont nous enseigner la lutte contre la corruption. Donc si l'Afrique veut se développer, qu'elle décide elle-même des structures qu'elle met sur pied pour amorcer son développement, et non qu'elle ne fonctionne pas selon ce que les autres auraient décidé à sa place. Je termine par cette note en disant le débat sur le franc CFA ne repose pas vraiment sur le fait que le franc CFA soit bon ou mauvais. Avant tout, c'est une question de souveraineté, c'est une question d'indépendance. C'est-à-dire, quand bien même le franc CFA serait bon à 100%, on devrait en sortir. Parce que rien ne nous garantit qu'un jour la France ne déciderait pas, bon,
Pourquoi est-ce que je vous accorde de tels avantages gratuitement? Ok, j'arrête aujourd'hui. C'est-à-dire, léguer son économie, léguer son souffle vital entre les mains de quelqu'un d'autre, c'est s'exposer aux humeurs de cette personne-là. Et c'est ce que Sékou Touré avait compris quand il a dit au général de Gaulle, il ne s'agit pas forcément, parce que de Gaulle dit, voilà, si tu sors, tu vas être pauvre et tout. Et Sékou Touré lui fait comprendre que non, mon problème n'est pas forcément d'être riche, mais je veux d'abord être libre. Nous préférons la liberté dans la pauvreté que la richesse dans l'esclavage. Et c'est sur ce paradigme-là que je suis, premièrement dans le combat franc CFA. Et je suis grandement aidé par le fait que le franc CFA ne contribue même pas à la richesse. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Je tenais à remercier tous les intervenants, ces trois associations, sous le pilotage des Maliens, de Attaque, Solidarité Plurielle, ADERPI. Alors donc voilà, et Mylène qui a managé tout ça au niveau technique ici. En tout cas, bon, par rapport au débat sur le franc CFA, qu'est-ce qu'il faut rajouter? Parce qu'il a tout dit. Hein. Il a tout dit. Alors, je rebondirai sur ce que le dernier intervenant disait tout à l'heure par rapport à la sous-information. Moi, je me rappelle d'une chose, c'est que par rapport au terme de l'essence, on en parlait, à l'époque j'étais beaucoup plus jeune, le débat dans notre génération, à l'époque quand on avait 18 ans, c'était la détérioration des termes de l'essence. Et il fallait revenir dessus. Et on nous disait, l'Occident disait, le produit fini ne peut pas coûter au même prix que le produit et la matière première. C'était le long débat. Mais le débat qui est posé aujourd'hui, qui est le vrai débat, qui est l'existence, la sortie ou pas la sortie du franc CFA. Et la sous-information qu'il y a. Parce que je me rappelle quand je suis arrivé ici, dans les années 79, le président du FMI, c'était un Français de la Rosière, quelque chose comme ça. Et on discutait, comment dirais-je, à la fac, j'étais en deuxième année, je discutais avec des copains à la fac, je parlais du FMI, des copains français. FMI, c'est quoi? Ils ne connaissaient même pas c'était quoi le FMI, ils ne savaient pas. Or, en partant du Sénégal, un enfant de 7 ans, tu l'envoyais acheter du sucre, il revenait, il te disait, ben, le FMI est passé par là, parce que les prix ont augmenté. Il y a moins d'admission au lycée, parce que le FMI est passé par là, moins d'enseignants. Problème de santé, le FMI est passé par là. Des dévaluations. Ensuite, il y a eu la dévaluation, la fameuse dévaluation qui a tué complètement le sucre. C'est vrai que le débat qui est posé aujourd'hui, c'est sortir de ces mécanismes-là. Mais cette méconnaissance des choses aussi concerne beaucoup plus ici. Quand quand même sa puissance-là aujourd'hui, aussi bien les partis politiques, aussi bien les syndicats, aussi bien les associations ne connaissent pas ces mécanismes de dépendance, ils pensent que l'Afrique est réellement indépendante et tout ce qui se passe en Afrique, c'est la volonté des Africains et des dirigeants. Or, bien sûr, ils ont une grande part de responsabilité. Ceux qui ont voulu en sortir, on l'a vu, vous l'avez dit, on les a assassinés. Hein. Tous, ils ont été assassinés. Ou en tout cas, on avait dit, comment dirais-je, il y avait la cellule africaine à l'Élysée. Hein. C'était une affaire personnelle des présidents qui s'en occupaient, qui faisaient et défaisaient les hommes qu'il fallait en Afrique. Et jusqu'à présent, ça continue sous une autre forme. On voit bien qu'ils vont faire allégeance ici. Abdoulaye Wade était venu faire allégeance avec Sarkozy pour que son fils puisse le succéder. C'était l'ami de Kadhafi. C'était le premier qui est parti avec Sarkozy faire le tour, le Benghazi, avant d'intervenir en Libye. Et donc, on voit bien qu'ils les tiennent. Tous, ils les tiennent. Tu ne peux pas être président de ces colonies africaines sans que Paris valide, l'Élysée valide. Et donc, ça veut dire qu'il y a une dépendance réelle et que l'indépendance réelle, c'est l'indépendance économique. Maintenant, moi, la question qui pose, il y a un bouillonnement dans tous les pays africains aujourd'hui. Surtout la jeunesse africaine aujourd'hui, un bouillonnement par rapport à cette dépendance économique et par rapport à l'existence de cette monnaie. Comment impliquer nos amis progressistes européens? Ça, moi, aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est organisé au niveau de tous les pays. C'est parti de Dakar depuis l'expulsion des jeunes qui luttaient contre le CFA, contre la présence du CFA. Je ne me rappelle plus de son nom. Kémy Séba, depuis l'expulsion de Kémy Séba, ça fait boule de neige aussi, ça continue un peu partout en Afrique. Et je pense que quand même, il faut structurer ce combat-là. Est-ce qu'il c'est structuré quelque part ou est-ce que chacun s'exprime ou qu'est-ce qui, concrètement, au niveau structurel, est-ce que vous avez mis quelque chose en place? Merci. La question qu'on avait posée à Thomas Sankara concernant sa vision économique pour l'émancipation du Burkina Faso et de l'Afrique tout entière, c'était « Est-ce que vous avez l'impression d'être seul dans votre combat ?» Il a dit « Pas vraiment, mais je me sens incompris. » Bon, je vais y ajouter qu'il se sentait quand même seul, et pour cause, les populations africaines
hier, contrairement à aujourd'hui, était encore assez, entre guillemets, abrutie. C'est-à-dire, elle n'avait pas l'accès facile à l'information comme aujourd'hui. J'ai dit, quand j'ai commencé la présentation, que les mécanismes qui régissent le franc CFA sont présentés toujours de manière très compliquée pour désintéresser la population de ces choses. Parce que les élites dirigeantes, connaissant le pouvoir de la masse, savent la pression qui pèsera sur eux quand la masse commencera à comprendre les mécanismes. Abraham Lincoln a milité pour l'abolition de l'esclavage aux États-Unis parce qu'il s'était rendu compte qu'on peut tromper une partie du peuple tout le temps, on peut tromper tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Il arrive un moment où la masse se rend compte que on s'est fait piétiner pendant énormément de temps, il faut que ça suffise. Et je considère le développement aujourd'hui comme quelque chose d'ascendant qui partira du bas vers le haut, contrairement à ce qui a été dans les années passées où il partait du haut vers le bas. Je frapperai le berger et les brebis seront dispersés, pour citer comme ça par hasard la Bible des chrétiens. C'est-à-dire, ça fonctionnait selon le mécanisme où le leader de mouvement est exécuté et du coup le mouvement finit par mourir. Mais si ça part du peuple, on ne tuera pas tout le monde, sauf si les États-Unis décident, après Hiroshima et Nagasaki, de tester la puissance de leur bombe atomique pour la 3e fois. Mais il est très improbable que cela arrive. Et donc, si le peuple est sensibilisé de manière conséquente, on peut se permettre de l'espoir parce qu'on l'a vu ces derniers temps. Depuis le 11 août 2015, quand le président tchadien Idriss Déby a fait une sortie sur le franc CFA, en passant par toutes les déclarations qui ont été faites récemment sur le franc CFA, en tout cas tous sont montés au créneau. On l'a vu encore sur le cas de la Libye. La grande mobilisation internationale de la communauté noire africaine a poussé, et les reproches qu'on a fait aux dirigeants, pourquoi vous ne dites rien, les a poussés à tous se prononcer, à lâcher au moins une phrase. Certes, on en est encore qualité des déclarations, mais au moins, c'est une avancée par rapport à hier, parce qu'hier, il n'y avait pas ça. Il ne se sentait aucunement redevable envers la population. Donc, en continuant dans cette lancée, je suis persuadé qu'on finira par rendre la pression insoutenable sur leurs épaules, et c'est comme ça que ça fonctionnera. Je veux dire, la chute de la monarchie, la prise de la Bastille et tout ce qu'on a eu comme révolution est toujours parti du peuple quand on se rend compte que du haut, ça ne fonctionne pas. Et évidemment, quand on dit révolution, on parle de révolution civique, parce que je considère dans le même temps qu'il est absurde qu'un être humain perde de la vie pour des questions de politique, pour des questions de... Ce n'est pas rationnel. La vie d'un être humain vaut tout ce que le monde peut contenir. Donc il y a des manières de résoudre des problèmes sans effusion de sang. Je crois que le cas récent du Zimbabwe l'a montré. Quand les hommes décident d'utiliser leur cerveau, on peut aboutir à une transition sans que personne n'y reste. Et c'est comme ça que je vois le changement. Comment impliquer les Européens aussi dans ce combat-là? La question, en fait, elle est à poser aux Européens, en principe. C'est-à-dire, vous avez certainement remarqué, en fait, on n'a même pas besoin d'être un génie pour le constater, l'Afrique est de loin le continent le plus hospitalier au monde. C'est-à-dire, l'Africain est certes l'être qui a été le plus traqué par ses semblables dans toute l'histoire de l'humanité, même si ceux qui ont écrit l'histoire après ont cherché à l'occulter, ont dit « tant que les lions n'auront pas d'historiens, les histoires de chasse vanteront toujours les mérites des chasseurs ». Un fait est que 700 ans d'esclavage arabo-musulman et 400 ans d'esclavage occidental, même si Olivier Pétré-Grenouillot, un Français, dans un livre qu'il écrit en 2004, La traite négrière et essai d'histoire globale, a réussi la tournure exceptionnelle, l'exploit exceptionnel de dire que la traite intra-africaine a causé plus de victimes que la traite occidentalo-africaine. C'est vraiment ça le problème quand ce sont les vainqueurs de la guerre qui rédigent l'histoire. Le fait est que l'Afrique reste le continent le plus hospitalier de la planète. On le voit encore aujourd'hui. Les principaux pays qu'on appelle du Conseil de sécurité de l'ONU sont les principaux pays qui fabriquent les armes, les vendent. Ce sont donc des pays, en fait, c'est un conseil d'insécurité et non de sécurité. Mais malgré tout, nous gardons, je crois que les Européens sont les premiers surpris de voir qu'ils nous font subir de telles choses et quand ils arrivent en Afrique, ils sont mieux traités que l'Africain lui-même sur le sol africain. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. S'il n'y a pas des Européens dans le combat africain, c'est qu'ils n'ont pas voulu s'y mêler. Vous aurez rarement des cas où un étranger vient y assister un Africain dans un, comme et l'Africain lui dit, ne t'en mêle pas. Le combat pour l'émergence de l'Afrique, il est d'abord africain.
C'est-à-dire, c'est d'abord les Africains qui vont se sortir du marasme économique et politique dans lequel ils sont plongés. Mais maintenant, si les autres veulent se joindre à ce combat-là, ils ont la latitude absolue. Nous, sans qu'on ne le demande, nous avons toujours compatis à la douleur des autres. Depuis le 7 janvier 2015 et les attentats de Charlie Hebdo, nos dirigeants sont venus pleurer pour 12 morts à Paris. Je ne me souviens pas d'un dirigeant occidental qui est allé pleurer pour 12 personnes à Yaoundé ou à Yamoussoukro. Donc l'Afrique, elle a cette culture de la compassion, de la participation des uns et des autres. Quand maintenant on compare la mobilisation occidentale après l'actualité qui a défrayé la chronique il y a quelques jours sur la vente d'êtres humains en Libye comme du bétail, on a vu que la participation des Blancs, sur cette douleur-là qui concerne, on va dire, les Noirs, n'était pas la même que la mobilisation des Noirs lors des attentats qui ont frappé la communauté européenne. Et ça, c'est problématique. Et ça, ce n'est pas imputable aux Africains. Dans le même ordre d'idées, si les Européens sont convaincus que les termes actuellement sont inégaux, ils doivent avoir la présence d'esprit de se dire oui, on doit vraiment essayer de se mêler, de se mêler à ce combat-là. Il est clair que la matière première, comme vous l'avez dit, ne peut pas coûter le même prix que le produit fini, mais on se rend compte que le déséquilibre est énorme. Le prix du cacao à Abidjan, il y a des Ivoiriens parmi nous aujourd'hui, a été déjà décidé pour l'année 2018, c'est le même que pour l'année 2017, 1,67 €, soit 700 francs CFA. Ça coûte moins. C'est-à-dire le kilo de cacao coûte moins qu'une seule tasse de café à Paris-Gare de l'Est, par exemple. Et on sait qu'avec 1 kilo, on peut fabriquer des dizaines de tasses de café. Donc les gains réalisés par celui qui commercialise après la tasse de café de chocolat sont énormissimes comparés à une journée de travail à laquelle s'est adonné un pauvre cultivateur en Côte d'Ivoire. Et ce sont les mêmes qui le réduisent comme ça dans la pauvreté éternelle, qui lui diront après aide au développement. Nous voulons la véritable aide au développement va dans l'autre sens. Les véritables migrants économiques, ce ne sont pas ceux qui meurent dans la Méditerranée, mais ce sont les pays qui, sans l'Afrique, n'auraient absolument pas le niveau économique qu'ils ont aujourd'hui. Maintenant, les Européens doivent avoir la présence d'esprit de se dire « Est-ce que je suis prêt à renoncer à ces avantages-là pour l'équilibre de l'humanité? Est-ce que je suis prêt à ce qu'arrive à perdre son leadership nucléaire pour que le Niger aussi, comme c'est quand même son uranium, ait au moins 51% des parts en tant que propriétaire? C'est logique, je veux dire, l'État français a plus de 50% de parts sur, par exemple, la SNCF. J'y pense parce que je suis venu en train. Alors. Donc, c'est à eux de faire ce pas-là. Nous, nos portes sont ouvertes. L'Africain n'a jamais rejeté l'autre. Encore aujourd'hui, on le voit. C'est-à-dire, voilà, les Européens viennent chez nous comme ils le veulent. Ils ont ce que Fatou Diom, l'écrivaine sénégalaise, appelait le bon passeport. Mais on voit que ceux-là qui ont œuvré pour les conditions de notre pauvreté se sont barricadés quand ils ont vu que nous venons en masse vers eux. Quand ils sont venus en Afrique la première fois, il n'y avait pas de visa. Après y avoir exploité les richesses pour se développer, ils ont créé des règles. Les règles, c'est-à-dire quand il fallait les aider, j'aime beaucoup le pont de Bir Hakeim à Paris, là, pas très loin de la Tour Eiffel, parce qu'il commémore la bataille de Bir Hakeim en 1942, en Libye justement, où les Africains pouvaient venir, étaient même obligés de venir gratuitement aider les Européens en Europe, partout, bataille de Toulon, bataille de Marseille, bataille de Bir Hakeim et tout, même le débarquement en Normandie, etc., pour se débarrasser de Hitler et de tous leurs ennemis. Mais maintenant qu'on n'a plus besoin de nous, on a créé des barrières. Donc c'est un système, je me dis, les Européens sont les premiers surpris justement de se demander comment, malgré toutes ces clauses-là, l'Africain continue toujours à sourire et accueillir tout le monde. Donc nous sommes ouverts à tout le monde et s'il n'y a pas des Européens dans le combat des Africains, soyons le courage de le dire, c'est parce qu'ils ne s'y sont pas intéressés. Mais il est clair que tout Européen qui a voulu s'y mêler a été, il y a 90% toujours, accepté. L'autre remarque à ce niveau serait justement les affirmations de Frantz Fanon là-dessus, dans ses principaux livres Peau noire, masque blanc en 1952 ou Les damnés de la terre, publié à titre posthume en 1962, il précise chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Je me dis, vu que nous allons tous mourir de toute façon, la vie est une maladie mortelle, il vaut mieux quitter ce monde en ayant été utile à quelque chose que de le quitter et en n'ayant rien fait du tout. Alors pour donner un sens à ma vie, je me suis dit, je viens d'un continent, et quel que soit le temps que le tronc d'arbre passera dans l'eau, il ne deviendra jamais un crocodile. Donc ce n'est pas parce que je suis...
Donc ce n'est pas 20, 15, 30 ans en Europe qui feront de moi un Européen. Les Européens en Afrique restent des Européens. Ils éduquent leurs enfants à l'européenne. Ils s'arrangent. La preuve, c'est la diaspora. Quand on parle de Bolloré, de Monsanto, de Orange, de tous ces gens-là, c'est la diaspora européenne qui œuvre pour les intérêts qui exploitent l'Afrique pour les intérêts de leur peuple. C'est tout à leur honneur, on pourrait même dire c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que nous ne fassions pas la même chose. Alors j'essaye de le faire. Alors sur la troisième et dernière réaction, le désintéressement relatif ou la superficialité de la considération des Africains des enjeux politiques, ça rejoint, on va conclure par ce par quoi on a commencé, le modèle d'éducation. Il nous faut, c'est-à-dire, c'est comme avec le système des disquettes avant que les CD dans leur configuration actuelle n'existent, où il y avait la possibilité, on reformatait tout depuis le début. Il nous faut un changement de paradigme total. Il est difficile pour un Africain dont Hachette et Atier et tous ces grands groupes ont décidé de son contenu cérébral, il est difficile de lui dire du jour au lendemain, tu sais, l'Afrique doit se défaire de la colonisation. Son logiciel n'a pas été programmé dans ce registre-là. Toute sa vie, il a appris qu'il est un pays du Sud. Même si mon pays, le Cameroun, est dans l'hémisphère nord, au-dessus de l'équateur, et encore au nord par rapport à l'Australie, on a quand même appris à un Australien que moi, je suis un pays du Sud et qu'il est un pays du Nord parce que économiquement, il est au-dessus. Et ainsi de suite. On lui a appris que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, comme si l'Amérique n'existait pas avant lui, comme si l'Amérique n'était pas peuplée avant lui. Disons seulement, on devrait plutôt dire que Christophe Colomb est le premier Européen à être allé en Afrique. Et encore, il cherchait à rallier les Indes. Mais comme il ne savait pas se servir de la navigation, il a abouti en Amérique sans le savoir. Il a cru qu'il était en Inde, et ainsi de suite. Donc, il faut une réconsidération exacte des choses comme elles se sont passées. Et c'est ça qui passe par, justement, la révolution, quand il y a révolution civique, révolution éducative, expliquer aux uns et aux autres les enjeux du moment, les enjeux internationaux et ce qui les concerne vraiment. Et comme ça, ils commenceront à penser dans leur sens. Dans l'état actuel des choses, on leur a donné une éducation qui faisait d'eux des marionnettes sans volonté propre et non des individus qui réfléchissent vraiment pour leur continent. Le français, dès les basses classes, apprend qui est Napoléon, qui est De Gaulle, comme le belge apprend qui est Léopold II. On apprend aux Français à aimer la France et il grandit en aimant la France, c'est-à-dire pour lui, c'est voilà, la fierté nationale et c'est normal. Nous sommes les seuls peuples qui grandissent en apprenant que voilà, l'histoire commence avec la colonisation. Nous, on est des pays pauvres, très endettés, même si on est quand même les plus riches, même si on a normalement envers l'Europe, l'Europe a envers nous une dette qu'elle ne pourra jamais payer parce que c'est la dette de sang. La vie n'a pas de prix. Toutes les vies prises à l'Afrique ne sont pas quantifiables. Et ainsi de suite, c'est en réintégrant ces éléments dans le logiciel des Africains qu'ils commenceront à penser comme ça. Donc, je peux te dire, ne désespère pas, nous sommes dans le même combat, en tout cas. C'est quelque chose, c'est un processus. Il est plus difficile de construire que de détruire. Et la construction va prendre du temps parce que bon, même la destruction a pris du temps. 400 ans d'esclavage, ça ne se balaye pas du revers de la main. On a l'avantage d'avoir l'accès facile à l'information et donc avec les nouvelles technologies de communication, on va dire que c'est la seule, entre guillemets, erreur que l'Occident a commise, mais voilà. Grâce à ça, quand on l'utilise bien, on réussit à informer les uns et les autres. C'est pour ça qu'une mobilisation a pu être organisée en 3 jours contre ce qui se passe en Libye serait impossible avant. Donc, remettre ça à l'intérieur des cerveaux africains. Et je vais terminer, comme j'ai terminé à Bruxelles dernièrement, avec une phrase de Lasconi que j'ai eu l'honneur de rencontrer hier lors de la conférence à Erlangen au sud de l'Allemagne, où il dit, voilà, on a besoin de tout ça, de la reconstitution de tous ces éléments, l'histoire politique, économique et tout, parce qu'il dit, voilà, je demande aux Africains de se réconcilier à leur histoire, parce qu'aussi longtemps que les Africains tourneront le dos à leur histoire, ils seront toujours étrangers à eux-mêmes, et ça fera d'eux des êtres déséquilibrés. Voilà mon mot de la fin. Merci. Merci. Des paroles essentielles. Merci d'avoir partagé cette rencontre avec nous.